Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité nous accompagne sur le plateau pour tenter de régler de tout ça. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par la libération de Vital Kamerhe. L'homme est dehors. Est-ce une preuve que le président Tshisekedi n'est pas dans l'action, le patron de la lutte contre la corruption? On en parle. On revient sur cette affaire de Congo Aldop. Kabila peint comme un grand voleur, un bon détourneur. L'homme est-il vraiment ce qu'on est en train de le dire, sans oublier la présence de l'armée ougandaise? Un invité avec moi sur ces plateaux, c'est pas la première fois, c'est un habitué de nos plateaux, c'est M. Papi Tamba. M. Tamba, bonjour. Bonjour mon frère Perrolois. Ça fait toujours un grand plaisir de vous avoir. Comment ça va? Le plaisir est toujours partagé. Papi Tamba, vous êtes du PPRD. Le PPRD, dans le cadre du Bloc patriotique, a organisé pratiquement deux marches dans la ville de Kinshasa. On ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plutôt un politicien des plateaux, un gueulard sur le plateau, et non pas quelqu'un qui est capable de se mouiller, de mouiller les maillots sur le terrain. Vous le savez très bien que je n'étais pas à la capitale. Vous, M. Perrault, vous le savez. Puisqu'on s'est parlé au téléphone. Ça peut aussi être une manière de fuir, hein? Non, je n'étais pas là. Certains, quand ils n'aiment pas trop les marches, ils s'organisent soit pour dire que j'étais malade, je suis allé en soins, il faut aller dire ça. En il faut dire ça à une autre personne, pas à Papi Tamba. Donc votre absence est due non pas à des raisons personnelles, mais c'est du fait que vous n'étiez pas à Kinshasa. Parce que ça me laissait poser une question, surtout quand on a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un que vous connaissez, Badjigato, crier sur les gens du PPRD, Boya, marche, on s'est dit, l'opposition c'est difficile, hein, c'est pas facile. Hein. Non, en fait, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Et ça, c'est comment on a Katiambo Cannabiso où les gens sont en train d'apprendre ce qu'on appelle la culture démocratique. Pour des gens comme nous qui avons vécu pendant plusieurs années à l'étranger, passer du pouvoir à l'opposition et l'opposition au pouvoir, et c'est un exercice normal. On a vu faire. Moi, je suis arrivé en France, le président François Mitterrand était président. Il était la gauche, et plus tard, c'était le président Mitterrand, de la droite. Le président Chirac. Le président Chirac, plutôt, excusez-moi. Après, c'est le président Sarkozy, droite, et Ezonina François Hollande, gauche. Et lorsque Mambo qui n'est pas à Macron, j'étais déjà au pays, et c'est le centre. Aux États-Unis d'Amérique, on ne peut même pas reparler en Msika parce qu'il y a un républicain qui a succédé à un démocrate, et aujourd'hui, c'est un autre démocrate qui succède à un républicain. Et c'est l'exercice, nous, c'est normal. Sauf que comme nous sommes en train de vivre ça pour la première fois dans notre pays, les gens trouvent que les locaux là, parce que pour certains, ils pensent qu'ils allaient objet à moquerie. Pour d'autres, vous savez, des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils vont passer du pouvoir à l'opposition, ou ils vont faire un grand retour à l'opposition dans quelques mois. Dans quelques mois, en janvier 2024, ils vont redevenir des opposants. Ça ne sera pas un objet de moquerie. Ils peuvent aussi empiler quand même. Hein? Il a Tshisekedi a encore droit à un autre mandat. Le problème n'est pas le problème du droit. Le problème, c'est qui va leur donner ces mandats. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas un représentant du peuple, hein? Vous ne parlez pas de notre peuple. Monsieur Perrault, lorsque vous avez fait l'opposition, les gens doivent comprendre quelque chose. Quand on a fait l'opposition, pendant plusieurs années, c'est qu'on a vendu un discours. Pendant aussi plusieurs années. Les gens sont souvent plus exigeants envers ceux-là qui leur ont vendu les discours lorsqu'ils arrivent au pouvoir par rapport à d'autres cas. Or, c'est pourquoi vous remarquez en Afrique, la plupart, il y a des opposants, tant comme le pouvoir, ils sont devenus des dictateurs. Les dictateurs et l'on toujours en manière à mabé parce que les gens organisé l'élection ou l'élection ils allaient triquer. Pour ça, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont vendu, il n'y a même pas un début de réalisation. A contrario, vous avez affaire avec des gens qui sont dans l'opposition mais qui ont été au pouvoir. Ces gens-là savent
quels sont les rênes du pouvoir, comment faire pour gérer un pouvoir, sauf que le peuple, à un certain moment, ils partent dans l'opposition. Mais ils ne partent pas dans l'opposition comme des gens qui n'ont pas de matière. Ils ne partent pas avec des valises vides dans l'opposition. Donc il faut qu'on ait la distinction entre ces deux tableaux. C'est-à-dire, on a été longtemps à l'opposition, on a vendu des chimères. C'est difficile, à moins de devenir dictateur, comme on commence à le constater. Ceux qui m'ont camoué ça limité pour remplir. Parce que les gens vont chercher que tout ce que vous avez vendu comme discours pendant 37 ans, appliquez-les. Et lorsqu'on a été au pouvoir, ça veut dire qu'on est rodé. On ne part pas dans l'opposition comme des gens qui ne connaissent pas c'est quoi les méandres du pouvoir. Voilà. Papi Tamba, vous êtes du PPRD, vous êtes du FCC. J'allais poser la question de savoir comment se porte le FCC, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que ça devient un bien sans maître. Et puis d'emblée on réagir un peu, parce que je viens de lire un communiqué sur les réseaux sociaux de la dynamique des révolutionnaires et des réformateurs du FCC, mené notamment par M. Constant Moutamba, qui a rencontré le bureau de l'Assemblée nationale Mbosso et qui va déposer demain au nom du FCC la liste, il y a un candidat à FCC national. Bonne chance à eux. Nous avons commis les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement bateaux comprenants et les gens qui ne peuvent plus commettre les mêmes erreurs. À un certain moment, vous savez, il y avait une dynamique qu'on appelait les rassemblements. Vous savez ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça ne nous a pas permis, malgré ce qui s'est passé, ça ne nous a pas permis de conserver le pouvoir. Lorsque vous avez des gens qui arrivent au pouvoir, mais qui ne tirent pas les leçons du passé, mais qui viennent avec une arrogance de croire qu'ils vont inventer la roue, il faut leur souhaiter la bonne chance. Le Moutamba, il y a erreur au pouvoir et social. Non, moi je ne parle pas de Moutamba. Je parle de cette dynamique. Derrière Moutamba. Non, je parle derrière Moutamba et derrière cette dynamique. Parce que nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ce sont des choses qui sont télécommandées. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Je leur dirai bonne chance. Parce que vous le savez très bien, M. Perrault. Je suis sur votre plateau. Personne de sérieux, je dis bien personne de sérieux, ne peut considérer Constant Moutamba comme étant un symbole du FCC mieux que Papi Tamba. Personne de sérieux. Lorsqu'ils viennent en il a été membre du bureau politique, hein, vous n'avez jamais personne il participait à la conférence de président, vous n'avez jamais participé à la conférence de président. J'ai dit ceci. Donc en termes de galon, FCC, soyez modeste, Papi Tamba. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Personne de sérieux, je répéter la phrase d'Angaï, ne peut considérer, je parle que de moi, je ne parle pas de toute la dynamique, ne peut considérer Constant Moutamba comme état plus légitime que Papi Tamba pour parler du FCC. Personne de sérieux. C'est pourquoi je dis, je regarde la liste à Banonios Bazan à Katiwana, on sait bien voir quelle race de politiciens, Bazali. On sait bien les voir. C'est pourquoi je leur dis bonne chance, on doit passer outre. Ils n'ont qu'à déposer les listes, ils vont occuper ces postes-là. Bonne chance. Malheureusement pour les commanditaires à Bilo Koana, ils ne sont pas en train de... Il y a qu'à aider d'abord pays ainsi que les camps. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde l'Union Bon Appétit, même les personnes qui vont réceptionner cette liste, je revois les mêmes personnes qui, par le passé, ont aussi induit le président Kabila en erreur. Malheureusement pour nous, ces gens ont une autorité dans Bissau. Et ils reviennent avec les mêmes procédés. Moi, ça m'arrange. Je leur dirai bonne chance. Quand je suis les discours de ces gens-là, je me rends compte qu'il n'aurait pas fallu que nous puissions les avoir comme dirigeants. Le FCC aujourd'hui est dans un renouveau. Nous avons notre leader, c'est qui nous nous retrouvons. Nous sommes en train de tracer notre bon nombre de chemins. Mais je peux vous le dire que l'avenir n'est pas mauvais. Au FCC. Bien sûr. Et vous le dites, vous le répétez, c'est une grosse erreur. Donc, nous, on sera la même erreur. On a dédoublé ma partie, il n'y a aucune chose à Tibala, il n'y a aucune chose à Sami Badibanga. C'est sur votre plateau que je l'ai dit. Je ne me cache pas. Si on était votre caméra, si votre caméra ne prend pas. Non, je ne pas ça la erreur, on a noté pardon. Non, ils n'ont qu'à poursuivre, moi ça m'arrange. Moi je dis que nous avons commis des erreurs. Vous savez, on ne perd pas un pouvoir sans commettre des erreurs. S'il n'y avait pas d'erreur, on n'allait pas perdre le pouvoir. Le plus important pour nous, et même ceux qui prient, ils savent, il est conseillé à quelqu'un sur le Sahel, il a été tellement. Réponds-toi, continuer le chemin. Bien sûr. Et nous sommes dans cette dynamique. La plus grande erreur que Kabila a commise comme président de la République, Papi Tamba, Yaranim, pour l'aïo.
Parce que nous avons commis des erreurs. Moi, je l'ai toujours dit, je crois que c'est un problème lié un peu à sa nature, où il a du mal quelquefois à sanctionner. Vous savez, c'est très difficile dans la vie. Quand on les reproche au président Kabila peut-être, mais moi aussi on me l'a toujours reproché. Je ne suis pas président de la République, mais j'ai des organisations que je gère. Il m'est difficile de me détacher, peut-être d'un joueur, peut-être d'un membre de mon comité. Je ne sais pas des organisations que moi je gère, parce que j'ai toujours eu tendance à repérer sa chance et à Sika, n'a monté à commettre erreur. Et c'est lié à la nature. Il y a des gens, c'est un peu difficile. Et moi, je crois que c'est quelque chose où il faut desservir. Mais il est important... Il ne sanctionnait pas, il laissait faire. Kabila, c'était ça son grand défaut. Non, je ne dis pas qu'il laissait faire parce qu'il interpellait. Mais je suis en train de dire, je parle de se défaire. Je ne dis pas qu'il n'interpellait pas. Mais je dis ceci de se défaire. Mais aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que tous ces caciques, comme on les appelait, pour la plupart, ceux qui n'étaient pas dans la bonne direction, telle que la direction que nous voudrons prendre aujourd'hui, ils ont traversé, ils sont dans l'autre camp de l'Union Bonne Appétit. Les vrais caciques sont toujours là, les Minakou sont là, les Bochab sont là, les Milagres sont là. C'était eux les vrais caciques. Non, mais ceux-là qui sont restés, sont toujours là. Ceux-là qui sont restés. C'est eux qui étaient au centre. Je suis en train de dire, ceux-là qui sont Kabila laissé faire, non. Ceux-là qui sont restés, ce sont des gens qui ont même des bons bilans à défendre. Moi, je parle de ceux-là qui, aujourd'hui, on peut les démontrer et on peut les dire, qui sont tout simplement à la recherche du beefsteak. Ils font la politique du ventre. Parce que lorsqu'on est un politicien sérieux, vraiment un politicien sérieux, M. Perrault, on assume le pouvoir et on assume l'opposition. Je ne vois pas au nom de quoi, lorsqu'on est un politicien sérieux, on doit être quelqu'un qui doit être comme un yo-yo. On ne peut pas faire la politique avec des yo-yo. Nous sommes là. Moi, je suis opposant depuis le 24 janvier 2019. C'est depuis le premier jour d'alternance, je n'ai jamais écrit à cette coalition. Je suis à l'opposition. 3 ans après, je vis. Je continue. Même quand vous êtes encore ensemble, là, tu croyais toujours pas? Non, j'ai dit bien depuis le 24 janvier, je suis dans l'opposition. Je ne croyais pas du tout à cette vaste blague. Moi, je n'y croyais pas. Tu vas plus sur le réseau après. Mes prises de position étaient assez claires. Vous savez, M. Perrault, plusieurs personnes m'ont surnommé et je me suis approprié cela. Ils m'appellent maintenant Archange, ils m'appellent les confidents de Dieu le Père. Donc c'est celui qui peut avoir la confidence et qui peut parler. Sauf que tant à Roloba, il faut attendre un temps pour comprendre qu'il avait vu juste. Qu'il avait raison. Donc le problème de Kabila, il fallait se défaire la bataille de Sotouane. Bon, ça appartient au passé, mais je dis bien quand vous m'avez posé la question. Quand même, hein, parce que non, c'est vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Mais non, quand vous faites l'analyse, quand vous dites que les autres reproduisent la même erreur, vous pensez que le président Tshisekedi a reproduit l'erreur à Kabila? Non. La plus grosse erreur de Tshisekedi en 3 ans, vous comme analyste politique, Ezanim? C'est l'absence de vision. Tshisekedi n'a aucune vision. Aucune, et c'est bien dommage parce que je suis en train de faire un travail. Je suis déjà presque à 70% en Msalawana. J'ai fait un décryptage. Il y a un programme présenté par les chefs de l'État, programme né à campagne. L'hôtel Béatrice, c'était le 18 août 2018. Je les compare avec son discours d'investiture. Il y a le 24 janvier 2019. Et après, 3e palier, c'est maintenant son discours sur le lancement du programme de 100 jours. Et après le programme de 100 jours, je parle maintenant des 4e palier, ce sont des actions qu'il mène. Perrault, c'est la nuit et les jours. Il n'y a aucune cohérence. J'ai bien aucune. Je suis en train de faire ce travail. Je vais le rendre public dans pas longtemps. Et c'est quand même dommage parce qu'on ne peut pas conduire un grand bateau comme la RDC sans avoir une vision. Le leadership, c'est défini d'abord par la vision. La vision, c'est de savoir, en votant X, qu'est-ce qu'il nous a dit et où est-ce qu'il veut nous amener. Un exemple, terre à terre, qui est très riche dans sa pauvreté. Nous allons, dès la première année, tout travailler pour que comme la croissance moko ya 25%. Bappé, c'est même bateau. Il avait dès la première année, il avait dit ça, M. Tshisekedi.
Voilà, vérifié la Béatrice, et il a même dit Nenga pour relever les revenus minimums du Congolais, qui étaient de 475, je crois 470 quelques dollars par année, à plus de 1000 quelques dès la première année d'exercice. Dans son discours d'investiture, il dit dès la première année, nous allons engager un vaste programme sur la réforme Yabandela, c'est-à-dire des infrastructures, où nous allons injecter 6 milliards de dollars, dont 5 milliards pour la Mambobandela, 1 milliard pour la maintenance. Il a dit ça, le président Tshisekedi. Voilà, allez-y vérifier, je suis dans le plateau. Et lorsqu'il vient à discours à 100 jours, maintenant, c'est maintenant autre chose encore. Vous avez vu les Américains engagés. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire que ces éléments réunis montrent qu'il n'y a pas une vision claire, nette et précise. Il y a conduite à ni à pays. Je ne suis pas étonné maintenant avec les tâtonnements qu'on observe, même de la part observateur. Il y a plusieurs choses. Ce sont des documents, j'ai la chance de les trouver sur Internet. Tous les documents sont écrits. Je suis en train de faire ce travail. Il y a un autre travail que je suis en train de faire aussi. Mais ça, je pense que je l'ai rendu public pour le mois de janvier. J'ai découvert des choses. J'ai préféré que la personne passe bien les fêtes à la fin de l'année. C'est le travail sur le ministre Mende. Lambert. J'ai documenté ses propos. Je ne peux pas remonter très loin dans l'histoire, tenus contre l'actuel chef de l'État. J'essaie de voir ce qu'il déclare aujourd'hui. C'est encore la nuit et les jours. Mais il a besoin de bien passer ses fêtes. Et je les laisse d'abord passer. Je vais rendre ça public au mois de janvier. C'est un travail de monitoring. Et c'est juste une manière d'interpeller la nouvelle classe politique. C'est le langage que tous autres paient ça dans la jeunesse à l'élo. Nous demandons aux jeunes qui empruntent la politique, c'est de faire une politique de conviction. Non pas le roi Otobalinga là que Mbissa Landara Sigama Ezosani. Ce n'est pas correct. Ce n'est vraiment pas correct. Je vais donner un exemple de moi, Papi Tamba. Aujourd'hui, vous me voyez dans l'Union Bon Appétit. Je vais commencer à encenser les présidents de la République, même pour des choses auxquelles je ne crois pas. Comment les gens vont me prendre? C'est ça la politique qui est dynamique. Je n'ai jamais cru à la politique de l'IDPS. Je ne l'ai jamais épousé et je ne l'ai jamais soutenu. Subitement, l'IDPS au pouvoir, je suis visité par le Saint-Esprit pour trouver des vertus dans leur politique. Où est la cohérence? Ceux qui battent alors il n'y a qu'à faire autre chose. C'est celui qui travaille dans Vodacom. N'a pas besoin d'un changement de DG. Il a son contrat à Vodacom, qu'on change de DG ou pas, il continue à bénéficier de son salaire. Mais si vous voulez faire la politique, préparez-vous, que les cabinets politiques ne sont pas éternels. Il n'y a pas un contrat dans un cabinet politique où on va dire que c'est un contrat durée indéterminée. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de CDI. Vous êtes au pouvoir, vous dirigez, et vous quittez le pouvoir, vous allez convaincre les peuples pour retourner dans le pouvoir. Vous allez les convaincre en étant où? Dans l'opposition. Ça prendra le temps que ça peut prendre. C'est ça la politique. Il n'y a pas moyen de les comprendre autrement. Et les jeunes qui s'engagent dans la politique devraient comprendre les choses de cette manière. L'FCC a commis beaucoup d'erreurs. Ça, il ne faut même pas... Il y a je ne parle pas que des points positifs, parce que des points positifs, il y en a eu. Mais moi, je dis que si on perd le pouvoir, c'est beaucoup plus par rapport à erreur. On est dans une dynamique de renouvellement, il y a mentalité à la classe politique pour corriger ces erreurs. Les moments venus, on vendra notre discours et pas la population. Je suis seulement content d'une chose. Je parle que de notre leader. Depuis qu'il a cédé le pouvoir, c'est quelqu'un qui est au pays, mais qui circule librement au pays, qui vient de défendre le Master Naye, mais partout où il passe, je n'ai pas encore vu un seul endroit où il n'est pas applaudi. Et pour moi, je me dis que c'est un bon indicateur. La suite. La suite, Papi Tamba, c'est la politique. Mais non, entrons-y. Tolali Tolamuki Marubi a à faire 100 jours et Mbongue Bungi, Bakagi Vital Kamere, on dit que c'est l'état des droits, la lutte contre la corruption, on ne fera plus jamais les choses comme Kabila qui laissait passer. Moins de 2 ans plus tard, Tolali Tolamuki Ono, Détolo Vital Kamere a eu liberté provisoire. Analyste politique congolais, on moni Magambo ou Magambo libération Vital Kamere. La première chose, il y a des choses à corriger. Ça fait très mal quand la science n'est plus bien respectée dans notre pays. Au moment où les gens se permettent certains mots, où ils ont la sensité.
Vital Kamerhe ne peut pas bénéficier d'une liberté provisoire. C'est une liberté conditionnelle. La liberté provisoire est accordée aux gens qui sont provisoirement détenus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un où un jugement est sa limité, mais il est en ce qu'on appelle détention provisoire. Et c'est à cette personne qu'on accorde une liberté provisoire lorsque le juge, l'enquêteur, pense que par raison de détention et ça sous justifié, il est libéré provisoirement en attente de son jugement. Parce que le principe est simple en droit pénal. La liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Donc, il faut d'abord corriger cela. Vital Kamerhe... On dit que quand il va en appel, on remet les comptes à zéro. Vital Kamerhe... La condamnation, c'est-à-dire que l'homme... La condamnation de Vital Kamerhe à ce stade est définitive. Il était condamné en première instance et il est condamné en deuxième instance. À 13 ans, la condamnation est définitive. Il n'y a plus une autre juridiction au-delà de la cour d'appel qui peut juger Vital Kamerhe sur les fonds. Ça n'existe plus. Maintenant, Vital Kamerhe va à la cour de cassation. La cour de cassation est juge à fond et à ferté pour savoir tu sur 10 ans, tu sur 9 ans. Non. La cour de cassation va réexaminer selon la requête déposée si, la procédure a été respectée. Donc, c'est-à-dire la cour de cassation juge les juges. Ils ont jugé le juge Oyo, décision, mais pas la personne sur les fonds. Vous avez reçu quelqu'un ici sur les plateaux. J'ai rigolé quand j'attendais certaines choses. Maintenant, nous sommes au niveau de la cour de cassation. Il y a des choses à considérer. La première chose, c'est qu'il est rare, vraiment très rare, que la cour de cassation se prononce en matière de détention. En matière de détention, c'est très rare. Mais la Cour de cassation s'est prononcée pour dire que, bon, en attendant d'examiner la suite, Vital Kamerhe est libéré. On a un droit de penser. On a un droit de penser que les juges de la Cour de cassation ont trouvé dans les dossiers qu'il n'y a aucune raison liée à sa condamnation. On a un droit de les penser. Parce que c'est Batiki, dans la liberté conditionnelle. Les gens ne doivent pas mentir ici pour parler de la liberté provisoire comme si il y a une possibilité de se prononcer pour un retour de Vital Kamerhe en prison. Il ne sera plus jugé. Sauf si même si la Cour de cassation aujourd'hui confirmait sa peine. Ça sera très difficile pour la Cour de cassation, à moins d'être vraiment à la sérieuse pour dire qu'il va retourner en prison. Parce que d'abord, la décision à libérer au Bazuana, c'est vraiment très exceptionnel. J'en connais pas trop. Maintenant, nous les appelons sur Vital Kamerhe. Le deuxième tableau que je vais maintenant voir, c'est lequel? Pour moi, j'assume devant votre plateau ce que j'ai dit. Vital Kamerhe ne méritait même pas un seul jour de prison. C'était un innocent. Pour moi, il ne méritait pas un seul jour de prison pour deux raisons. La première raison, elle est pertinente parce qu'elle est liée au dossier. La deuxième raison, c'est un problème de conscience ou un problème de moralité. La première raison, a-t-on pu démontrer les détournements dans le procès? J'ai suivi le procès Kamerhe de A à Z. Lorsque, en droit pénal, on dit que vous avez détourné, on doit être en mesure de répondre à certaines questions. Vous avez détourné quoi? Si c'est une somme d'argent, vous avez détourné combien? Et cette somme-là est sortie de quelle manière? Et cela a été affecté où? Il y a un certain nombre de questions. Le procès Kamerhe n'a pas pu démontrer cela. Le maître Kalouba disait que le détournement est une infraction intellectuelle. Ça, c'est une invention. C'est une infraction intellectuelle. Non, j'ai dit ceci, c'est maintenant une invention. Vous savez, lorsque nous parlons d'une infraction, comme il avait dit que c'est une infraction intellectuelle. Non, il y a un autre mot qu'il avait utilisé. Je ne suis pas expert en code pénal ou en droit pénal congolais pour naïba code pénal nyonso. Je n'ai pas eu la chance de vivre ma caméra nyonso na RDC. Mais une petite vérification, je n'ai jamais trouvé dans le code pénal congolais l'infraction au Ezali que non, Moutouaza, auteur intellectuel. En tout cas, personnellement, des gens peut-être viendront vous le montrer ou me le montrer et vous changer avis nangaï. Nous comprenons ce que voudrait dire auteur intellectuel lorsque nous sommes en train de parler des faits sociaux. Mais lorsque maintenant nous devons juger dans un prétoire, tout se démontre. Devant une juridiction en matière pénale, on est rigoureux. Il faut arriver à démontrer, ce n'est pas par
une simple phrase de dire que quelqu'un a allé au terre intellectuel, que cela suffirait. C'est base de quoi vous fondez cet argument? Donc logiquement, l'homme ne devait pas aller. Pour moi, Vital Kamerhe ne devait pas faire un seul jour de prison. Je l'assume, c'est mon point de vue. La deuxième chose, pourquoi il ne devait même pas faire la prison? Dans l'hypothèse où réellement Vital Kamerhe a détourné un détournement qu'on n'a pas démontré, je ne suis pas persuadé que Vital Kamerhe était seul. Il est dans l'hypothèse, hein, bon comprendre pour qu'ils arrêtent, on va trouver quand c'est la confusion. Dans l'hypothèse où il a détourné. Au cas où il a détourné. Je ne pense pas qu'il était seul. Non, mais il n'a pas été condamné seul. Non? Il a été condamné avec Jamal, il a été condamné avec... Vous êtes en train de... Moi, je suis en train de parler des responsables. Je ne suis pas en train de parler des gens qui ont réussi, soit Jamal qui reçoit les fonds, soit celui qui nous ont bon des douaniers. Donc il y avait un autre maître penseur. Je dis, je ne suis pas persuadé, moi personnellement. Donc sur le plan moral, je considère que c'est une injustice lorsque des enfants, 3 enfants, 4 enfants commettent les mêmes faits, mais que je ne punisse qu'un seul enfant. L'autre enfant, c'est qui? Quel autre enfant? Bon, Péro, vous êtes dans votre cadre journalistique, mais vous ne me sortirez pas de ma bouche des choses que vous avez besoin d'entendre. Je pose la question. Bon, la suite. L'autre enfant, c'est quoi? C'est président Tshisekedi. La suite. Non, c'est vous qui avez la parole. Moi, je voulais tout simplement savoir. Voilà. Bon, maintenant, je continue. Vous disiez que c'était moral, oui. Je continue plutôt. Maintenant, sur le plan moral, il y a une autre chose qui taraude mon intelligence où je me pose des questions. Lorsqu'on a parlé des procès 100 jours, il y avait plusieurs tableaux. Il y avait certes les tableaux des maisons préfabriquées, où on a taxé Kamerhe, mais il y avait aussi les volets des sauts des moutons. Je cherche encore les quelques rares condamnés dans ces dossiers en prison. Je les cherche encore. Je me demande... Il y avait Makabouza, de l'OVD, il y avait, non, de Sokok, il y avait Benjamin Wemba de l'OVD, il y avait Tillmans de Robank. Pourquoi alors ont-ils bénéficié d'une grâce présidentielle et Vital Kamerhe est resté 1 an et demi en prison? Et c'est après 7 mois. Donc ça, c'est sur le plan moral. Nous devons à un certain moment être honnêtes dans notre agir. Je ne suis pas de l'INC, vous le savez. Je suis du pays. Quand on parle de Papi Tamba, son appartenance politique, tout le monde est connu. Je ne suis pas de l'INC. Mais à un certain moment, on doit analyser les faits avec un minimum d'honnêteté. Donc, aujourd'hui que Vital Kamerhe soit libéré, pour moi, c'est d'abord un sentiment de joie. C'est de savoir que quelqu'un qui ne devait pas être en prison est enfin libéré. C'est un sentiment de joie, pour moi. Et puis, deuxièmement, la prison, c'est la chose que je ne souhaite à personne dans ma vie, même pas mon pire ennemi. Maintenant, in fine, ce qu'il faut dire, après la libération du président Vital Kamerhe, on observe des brûlés, à gauche, on observe certaines choses à droite. Tous les combattants qui ont dit c'est normalité. C'est quand même étonnant parce que, au départ, quand le président Kamerhe était interpellé, ce sont les mêmes personnes, les secrétaires généraux de l'IDPS en tête, dans le bloc FCC pour Kangisaï. Maintenant que le FCC est désavoué, que nous sommes dossiers montés par le FCC, ainsi de suite. Maintenant que le FCC est allé, désavoué entre guillemets, c'est-à-dire que Kamerhe sort de la prison, ça doit être un motif de joie parce que c'est leur partenaire. Le FCC n'est pas signataire à corps cash. Mais il est étonnant de voir aujourd'hui que leur partenaire est libéré, mais il commence à brûler des pneus. Faire la politique, toujours en cherchant à noyer les poissons, ou en se montrant malhonnête à tout point de vue, et ça correcteté. Ce n'est pas cette politique qui changera notre pays. Papi Tamba, donc Vital Kamerhe et Abimi, est-ce que ça ne porte pas un coup sur le combat de la lutte contre la corruption? Est-ce que ce n'était pas les symboles de se dire, avec le régime de Tshisekedi, il n'y a pas d'effort, Kabila laissait faire, nous on peut même s'apprendre à notre partenaire et directeur de cabinet. Est-ce que ceci ne porte pas un coup sur le combat de la lutte contre la corruption? Est-ce que vous croyez que le régime actuel lutte efficacement contre le détournement et la corruption? J'aurais répondu favorablement à votre question si je croyais à leur lutte contre la corruption. Mais le problème, c'est quoi? Même dans la logique formelle, tout étudiant depuis le premier graduat à ébiquer, quand les prémices sont fausses, la conclusion ne peut jamais être exacte. Je n'ai jamais cru
à leur lutte contre la corruption. C'est qu'elle est là, j'ai dit bien, je répète ma phrase, M. Perrault, je n'ai jamais cru à leur lutte contre la corruption. Ça veut dire que cette réponse suffit pour que vous balayez tout ce que vous pouvez avoir comme question à Sansouane. Donc, ça n'est pas croire là. Je n'ai jamais cru. Pour vous, ils ne combattent pas assez. Pour vous, c'est des tralala. Dans le fond, ce ne sont pas des bâtons contre la corruption. Nazo le baké, je n'ai jamais cru. Les mots ont encore leur sens. Pourquoi vous diriez-vous que je crée davantage alors que mes propos sont assez clairs? Je dis bien que je n'ai jamais cru à leur fameux slogan de lutte contre la corruption. Et j'ai des raisons pertinentes à pourquoi on a quoi. Donnez-nous la suite. Quelques-unes. La suite. Pourquoi, alors que le président Tshisekedi installe son régime sur notamment le peuple d'abord, l'état de droit et la lutte contre la corruption, vous dites que vous n'avez jamais cru en lui? Quand il y aura un nouveau président le 24 janvier 2024, ce président nommera la tête à l'IGF, un homme qui sera plus ou moins intègre. C'est là que vous allez découvrir les vrais dossiers dans ces pays. Alinguet n'est pas intègre pour l'instant, la suite. Alinguet n'est pas intègre pour vous. Je ne l'ai pas dit et je ne me permets pas de les juger. Non, mais quand vous dites que le président nommera un homme intègre, ça veut dire... Je trouve que l'homme que le président nommera sera intègre. Donc, le général ne l'est pas. Libre à vous d'avoir votre propre décision. Je ne vous connais pas quelqu'un qui tourne autour du pot, je vous connais quelqu'un de direct, qui dit des choses comme il les pense. Non, mais parce que vous trouvez un pot ici sur lequel j'ai tourné. Oui, vous tournez sensiblement autour du pot. Vous savez, je suis très gentil aujourd'hui. Ah, ok. Surtout que c'est la fin de l'année, vous voulez que les gens passent bien les fêtes. Je passe bien les fêtes. On reviendra en janvier. Puisqu'on parle de la corruption, Papi Tamba, ton ami Tolamouki Congo Hold Up et Bini, Bilo Babata Kabila, Magamba Somwa, preuve à l'appui, document Longwao et Kiao, 3,5 millions pour des documents pour démontrer que Kabila a fait de la Banque centrale, du Trésor public, sa poche personnelle. Ça devait vous amener à vous taire, hein, vous les kabylistes. Vous savez, il y a une chose qui fait... Ça pouvait faire pleurer, mais en même temps, ça réjouit nos cœurs, au lieu qu'il ait dit ça. Parce que finalement, ce n'est que le temps qui essaie de faire son affaire pour envoyer Bablo comme sous. Mais vous êtes journaliste, hein, vous pouvez mieux comprendre ce que je vais dire par rapport à il y a Batoubélé. Cette révélation ou ces pseudo-révélations qui vient tout droit de l'enfer est bien à RFI. Bien identifié, c'est une chaîne. Babinyango RFI. Un journaliste de RFI vient interviewer Alinguete. Alors, ça, c'est interview. Allez, Foka. Alinguete dit ce qu'il avait à dire en toute liberté. Les journalistes lui posent même des questions. Est-ce qu'il serait sous le coup de menaces? Alinguete répond non. Et Alinguete ajoute qu'il n'a pas de preuves pour incriminer qui que ce soit. Ces journalistes-là, qui est venu poser des questions et recueillir des réponses des gens qui sont censés avoir des éléments, c'est-à-dire il est parti à la source. Malheureusement, ces journalistes risquaient Balongolé Moussala. Il aurait fallu qu'ils comptent sur ses collègues noirs se liguer pour que maintenir dans Moussala. La thèse de complot, est-ce qu'on doit-on encore se poser des questions? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Sonia Rollet sur Twitter organise toujours dans la recherche, il y a scandale. À organiser les avis publics. Marc News, par exemple, il m'a coté une émission déjà intervenue. C'est le coordonnateur de l'IGF qui dit, Nakacha, débat wana, à Assistaki, Abi, élément tel, mail, biloko belé, on a vérifié c'était quoi? Des faux. Aujourd'hui, à la place de regarder vers le président Kabila, les gens devaient se poser des questions. Pourquoi quand l'IGF dit que je n'ai pas de preuves, les gens vont se dire que l'IGF, il faut journaliste à permettre l'IGF à répondre à l'Ongolé Moussala. Les gens doivent se poser des questions. Lorsque le coordonnateur de l'IGF dit que les documents Mingezan la carte sont des faux, c'est à peine que Sonia Rollet va relativiser. Elle va faire un tweet pour dire que non, au lieu des documents, elle dit certains documents sont des faux.
Qu'est-ce qu'on demande à un journaliste, ma foi? Qui mieux que Jules Alinguete dans ce pays peut répondre aux questions liées à un scandale financier aujourd'hui, avant qu'il ne quitte ses postes après le 24 janvier 2021 pour que la vraie IGF vienne aussi même hier à auditer Yemoko. Mais qui mieux que lui? Un journaliste va à la source. Mais c'est tout ce que vous avez appris dans l'école de journaliste. Quelle information il faut retourner à la source. Mais ce journaliste-là a des problèmes. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui continuent à parler de ces dossiers-là comme si c'était un dossier. Alors que la thèse de complot n'est même plus à démontrer. Une deuxième chose, même dans leur montage, le nom de Joseph Kabila n'apparaît nulle part dans un dossier à montage Nabango. Mais il trouve un mot, les proches de Kabila. Le clan Kabila. Oui, les clans Kabila. Et vous savez, la photo qu'il poste dans Biloko Nyonso, c'est sa photo. Votre nom n'apparaît pas dans un dossier, mais lorsqu'on veut parler de ces dossiers-là, c'est votre photo, pas au posté. Que veulent ces gens-là? Moi, j'ai toujours dit une chose. Dans notre pays, malheureusement pour le Lumumba, vous savez, Jou Bazo Bomaye, dans plusieurs capitales occidentales, plusieurs capitales à travers le monde, c'était les marches de protestation. Mais dans RDC, Bazo Boma Lumumba, c'était les marches de liesse et de joie. Parce que ces communistes et Lumumba, qu'on avait vendu, les pires des politiciens, ils venaient de mourir. Donc, Congo est au à peine. Je répète, Bazo Boma Lumumba, marche à joie, Nakatia Congo, marche à protestation Libanda. Il n'y aura plus de ça. Lumumba n'avait pas la chance d'avoir des communicants qui pouvaient rétablir la vérité là où les mensonges veulent prospérer. Au fond, pourquoi vous détestez nous autres depuis la nuit des temps par certaines personnes? Parce qu'on les insulte. Vous êtes témoin. Je passe dans votre plateau, je n'ai jamais insulté une seule fois. Est-ce que c'est parce qu'on leur manque de respect? Je suis même au mois de décembre, j'ai été très gentil sur votre plateau. Mais parce qu'on explique les choses pour rétablir la vérité, et les menteurs n'aiment pas ça. Kabila est victime d'un montage, c'est ce que vous voulez dire? Les faits, avant que Papi Tamba parle, les plaies plaident à la faveur. Mais quand on parle de votre petite soeur, quand on parle de Sélémani qui est son frère adoptif, attendez, on sait qu'on peut avoir des sociétés où les personnes écran Papi Tamba. Je viens de vous dire ceci. Dans un dossier. Je viens de vous dire ceci, que première intervention de Gilles Alinguete dans RFI, c'est Gilles Alinguete qui dit que même Égal était dans son viseur. Qui a mis ça dans son viseur, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y avait déjà une démarche d'aller vers l'incrimination. Lorsqu'on est un bon enquêteur, quand on commence les enquêtes, on ne commence pas avec les réponses. On cherche les réponses dans une enquête. Mais là, quand vous mettez déjà quelqu'un dans votre viseur, c'est que vous avez déjà des réponses. Ça veut dire que la démarche est qu'il n'a sens ni dans le sens où nous confirmer la réponse dans Zanango. Mais plus ils avancent, plus ils ne trouvent pas des éléments, ou ils ne trouvent pas d'éléments qui permettre d'appuyer thèse Nabango. Alors ils sont obligés d'abdiquer. Et quand ils abdiquent, ça devient un autre problème. Bango ne va comme soit bazo menacé bango, bango ne comme makamsu soit le babobo tout ça non. Arrêtons de parler d'un dossier qui est un non-sens. Mais ils en voudront à Kabila, pourquoi? Il n'est plus président de la République. Quelqu'un qui vient en botte à caoutchouc, qui devient aujourd'hui milliardaire avec des grandes maisons, Kingakati, où il y a des belles routes du pays, c'est chez lui. Il a construit des immeubles à gauche et à droite. Il vit paisiblement sa vie avec ses motos. On va lui en vouloir parce qu'il a fait quoi, M. Tamba? Bon, avant de répondre sur les tableaux que vous venez de peindre, la première chose que je vais d'abord, je vais revenir sur ça. Mais je vais seulement citer le président Kabila. Nous étions en 2016, début 2016. Je pense l'avoir même rappelé aujourd'hui dans une de mes publications sur Internet. À cette époque, le président Eduardo était président en Angola pendant 39 ans.
Ça faisait 39 ans qu'il était président. Le président Sassou venait de changer sa constitution pour lui permettre un autre septennat. À cette époque, le président Kagame venait de réviser sa constitution qui lui permet de rester président au Rwanda jusqu'en 2034. À cette époque, il y avait des tractations pour le président Museveni de briguer un 5e mandat par la révision de la disposition qui parle de l'âge dans la Constitution. À cette époque, Nkurunziza était en train de faire un 3e mandat. Le mandat de Joseph Kabila courait encore, nous sommes début 2016. Nous avons vu un panel, vraiment un panel de représentants de ceci, représentants de cela, qui venaient dans ces pays, mais ils étaient représentants ou des États-Unis d'Amérique ou des soins au niveau de la région du Grand Lac. Ils étaient représentants, je dis bien, au niveau de la région du Grand Lac. Pas seulement la RDC. Mais tous ces cas que je viens de citer n'étaient pas leur problème. Leur problème, c'était les présidents qui n'avaient pas encore épuisé son mandat et qui n'avaient jamais dit qu'il va réviser la Constitution. Alors, face à cette situation, une question lui a été posée. Il dit, mais Excellence, pourquoi ne donnez-vous pas ce que les autres donnent pour qu'on vous laisse aussi en paix, comme on laisse les autres comment en paix? Pour le président Sassou, c'était même le président François Hollande depuis l'Élysée. Les communiqués de l'Élysée étaient encore visibles, qu'il avait défendu. Pendant qu'on parlait du président Kabila, il nous a répondu que si vous connaissez, si vous savez ce qu'eux donnent, que moi si je vais donner, dites-le moi. Comme ça, je vais aussi les donner. Mais moi, je crois qu'ils ne veulent rien. Je peux leur donner ma vie. Ça ne leur suffira pas. Ce qu'ils veulent, c'est le Congo. Et il n'est pas possible de leur donner le Congo. Le président Kabila n'est pas un président qui quitte les pouvoirs sans verrouiller un système aux intérêts des Congolais. Les nouveaux codes miniers, celui qui osera y toucher aujourd'hui va compromettre les développements qu'on observe dans les provinces. Et le peuple va voir les changements. La loi sur la sous-traitance, les codes forestiers. Est-ce que vous savez, j'étais même un peu surpris de voir dernièrement que les gens se réjouissent pour dire que la RDC a eu 500 millions. Il y a un Greenpeace, il y a et c'est Péro. Nous sommes certes les poumons de la planète. Mais l'Occident, pour développer Bamboka na Bango, ils ont fait violence à leur nature. Personne ne peut développer son coin sans faire violence à sa nature. Aujourd'hui, on vient vous dire, nous allons prendre des mesures compensatoires, mais ne développez pas, ne faites pas violence à votre nature. Au lieu d'avoir une démarche inverse pour dire que nous qui sommes industrialisés, polluons moins. Trouvons une technologie pour moins polluer, mais on impose aux pays qui ont des forêts pour leur dire qu'on va compenser avec 500 millions, entre guillemets, mais pour que vous ne puissiez pas faire violence à votre nature, bref, ne vous développez pas. Même M. Perrault, les derniers chiffres que j'ai en mémoire, il y a exploitation à bois, et à Cameroun, c'est plus de 6 millions de tonnes l'année. Chez nous, on n'a jamais dépassé la barre de 500 tonnes. Parce que si vous essayez d'exporter bois au-delà de ça, d'abord vous avez une exigence. On vous dit que 40% à Grim, le 60% il faut bois scié. Sinon, on vous interpelle en haute mer, dans Greenpeace et puis bois Kiango. Ces pays-là avaient besoin d'affirmer sa souveraineté forestière par les codes forestiers. On ne va pas être des gens qui vont attendre une compensation qui n'arrive pas, alors que notre forêt, c'est déjà une richesse. Allez-y dans la balance commerciale à Cameroun. Regardez ce que les bois rapportent dans ces pays par rapport à nous autres. Donc des questions liées notamment à la protection de l'environnement, il fallait pas... J'ai dit ceci, la protection de l'environnement ne peut pas exclure la souveraineté d'un État qui a aussi besoin de se développer. Et le président Kabila s'est occupé de tout cela. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la sous-traitance, elle existe. Vous ne venez pas en RDC en tant qu'étranger dans les secteurs des mines dire que je vais créer ma société, je vais être majoritairement, je parle de la loi qui existe. Ok. Mais il faudrait faire appliquer cette loi. On vous dit, messieurs, vous voulez créer une société dans les mines. Ok, c'est très bien. Mais les Congolais doivent avoir la majorité des parts sociales. Dans les nouveaux codes miniers, on dit qu'il n'y a plus question de quoi que ce soit. De la redevance minière, 10%
Il y a un bon de défense minière, il faut qu'il y ait une caisse où il y ait un projet pour les générations futures. 15% les communautés locales, 25% les provinces, 50% le gouvernement central. Quelle est cette province minière aujourd'hui qui ne réalise pas de grands travaux? À partir de ça. Et vous pensez que ces gens qui étaient habitués à faire une promenade de santé dans notre pays, qui étaient habitués à tout prendre, des gens à qui, en 2016, pour maîtriser notre inflation, on leur a seulement demandé de se conformer à la loi qui disait quoi? De rapatrier juste 40%. Il y a un bon monabongo, il y a chiffre d'affaires à l'export, rapatrier en Mboka. Vous avez vu comment ils ont fait la résistance. Alors que la loi l'indique. C'était pour essayer de permettre à la Banque centrale d'avoir des devises et de maîtriser quoi? L'inflation. Ces gens-là, vous pensez qu'ils ont pardonné à Joseph Kabila? Mais la seule chose qu'ils doivent savoir, c'est que Joseph Kabila est certes dans les traces de Lumumba, mais il ne s'appelle pas Lumumba. Joseph Kabila s'appelle Joseph Kabila avec des papis Tamba et tant d'autres personnes qui viendront pour expliquer au peuple ce qui se passe. Lumumba n'a pas eu ces gens-là. C'est pourquoi des gens ont eu des marches de joie quand on les tuait. Mais si aujourd'hui on tuait Joseph Kabila, il y aura dans ce pays des grandes marches, des manifestations, des protestations plutôt. Pourquoi? Parce que le peuple sait qu'il représente ces messieurs pour ce qu'il a fait dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui parlent pour lui. Voilà. C'est donc à cause de ça qu'on en veut à Kabila. Code minier, l'ensemble de ces choses. Ok. Et moi j'ai parlé de la phrase Yemou Ayebisagibiso. Je lui donne raison aujourd'hui. Parce qu'il a dit que je peux leur donner même ma vie. Ça ne leur suffira pas. Ce qu'ils veulent, c'est le Congo. Mais quel est ce Congo qu'ils veulent? C'est un Congo sans nouveau code minier. Mais c'est un Congo sans code, les codes des assurances, sans le code des investissements. C'est un Congo sans la loi sur la sous-traitance. C'est un Congo sans. Vous suivez les déclarations depuis les capitales occidentales. Ils continuent aujourd'hui à solliciter des réformes par rapport à la disposition aujourd'hui de Kabila Thierry verrouillé. Ils sollicitent. Maintenant, c'est à nous de nous poser la question. Devons-nous faire l'affaire de quelques individus qui prendront certes de l'argent de corruption, Yabatou Yango, pour déverrouiller le système, ou devons-nous privilégier le système qui profite au peuple? Donc à chacun son choix. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Papi Tamba. Avec lui, on est en train de faire la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Papi Tamba, l'actualité, c'est aussi cette affaire de l'Ouganda chez nous. Kabila aussi a fait rentrer le Rwandais. J'ai vu certains cadres communicateurs du FCC, Sanofiski, monter sur le chevaux. Est-ce qu'on a des leçons à recevoir dans ces domaines-là de la part de vous, des Kabilistes, quand on sait que Kabila, à son temps aussi, il avait ouvert les frontières pour que le Rwanda rentre chez nous? On a des grandes leçons à donner. On a des grandes leçons parce qu'il faut comprendre la crise à l'Est dans le cheminement de plusieurs actions menées. On a des grandes leçons à donner parce que où avons-nous laissé les choses quand on partait? Les amis n'avaient qu'à continuer à partir de là où on avait laissé les choses. Lorsque ces amis-là veulent faire encore une marche en arrière de plus de 10 ans, ça montre seulement qu'il y a une absence claire de leadership dans le sens de la continuité de l'État ou de l'action publique. Mais c'est Perrault. La première démarche de Joseph Kabila, il arrive en 2001. Il dit non, voilà, il faut d'abord que les armées étrangères quittent notre pays. Ça, c'était sa première démarche. L'Ouganda, plutôt, il y avait les Namibiens, il y avait les Zimbabwéens, il y avait les Angolais. Il dit, ils doivent quitter notre pays. Ces gens ont quitté notre pays. Kabila, le président Kabila fait face à des rébellions répétées où les noms de 2 pays, dont un seul qui était souvent monté au créneau, revenaient à tout moment. Tout ce que nous avons subi après, c'était des incursions maîtrisées et organisées depuis les Rwanda. Dans le cadre de la coopération bilatérale, il fallait résoudre un problème. En 2009, le président Kabila, après avoir fait plusieurs efforts diplomatiques, ils arrivent à une conclusion de mener l'opération Imo-Jaweto, mais qui était inscrite dans le temps. Les délais étaient connus de cette opération et les délais ont été respectés, contrairement à aujourd'hui. C'était 2 mois, je crois. C'était 1 mois. Ils ont mené cette opération, le Rwanda est retourné. Malgré cela, les incursions ont continué. C'est là que le président Kabila, dans son discours, s'il était la nation, du 15 décembre 2012, il fait une déclaration.
pour moi, j'ai toujours conseillé, c'était parmi les déclarations d'or à Sala, en tant que président de la République. Habite désormais, nous allons faire de notre défense nationale une priorité des priorités. Aucune nouvelle tentative d'agression contre la RDC ne sera, c'est plutôt toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Mais c'est pour eux, depuis cette date, jusqu'au jour où le président Kabila a remis les clés à son successeur, il n'y a plus eu aucun mouvement d'occupation dans notre pays. Il n'y avait que des foyers de tension. Après les M23, on n'a plus connu d'inquiétude, même de 10 minutes occupées. On n'a plus connu ça. Jusqu'au jour où il a rendu les clés. Qu'est-ce que les amis devaient faire? Vous récupérez la situation à un niveau où plus personne ne parlait du M23. Plus personne ne parlait de la résilience des mouvements rebelles qui vont occuper un coin. Mais on ne parlait que des foyers de tension, principalement au niveau des Bénis, où maintenant on menait une guerre asymétrique. Poursuivez les choses à partir de là. Pour poursuivre les choses à partir de là, vous décrétez l'état de siège. Nous sommes aujourd'hui en phase d'observer encore un 13e renouvellement de l'état de siège. J'ai vérifié au monde depuis Adam et Ève. Je ne dis même pas depuis, non, depuis Adam et Ève, depuis que les pays se sont constitués dans ce monde en état, aucun état n'a renouvelé 13 fois son état de siège. Nous sommes en train de le découvrir en RDC. Il aurait fallu que l'Ouganda soit attaqué. Ça, les gens oublient de le dire. L'Ouganda ne vient pas aider le RDC. L'Ouganda vient combattre ceux qui ont attaqué l'Ouganda ou en RDC. Comprenez-vous quelque chose? Où est le respect maintenant de notre souveraineté et de notre territoire? On balance une bombe dans l'Ouganda. On enregistre 3 morts, immeuble Moïkoui. Les services de renseignement pointent du doigt nani, ADF au Bazawapi, dans RDC. L'Ouganda dit, et malheureusement, il y a un principe que le droit international aujourd'hui permet. Les Américains sont spécialistes à appliquer en haut. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient attaquer les États-Unis, ils peuvent le poursuivre partout, même dans Mboka Moko et Abaton Bazali. L'Ouganda met en exergue ces principes. Si les ADF nous attaquent, c'est que les ADF constituent une menace contre qui? Contre l'Ouganda. Et nous allons aller les traquer en RDC. Il y a des possibilités. Soit nous le faisons avec les FARDC, et là, la RDC sauve sa face, soit nous le faisons seuls. Ça veut dire que nous allons traverser la frontière, place FARDC Baza, ça devient quoi? De l'invasion. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ceux qui ne pouvaient plus se permettre, depuis 2014, que les M23 étaient boutés dehors. Alors aujourd'hui, nous on dit qu'on n'a pas de leçon à donner. Avec ces gens de gouvernance, qu'ils aient le courage de dire que ça allait, l'état des chefs, c'est une vaste aventure, qu'on n'en parlait pas. Mais c'est Perron, quand Kabila a quitté ces pays, les pouvoirs plutôt, quand Kabila a quitté les pouvoirs dans ces pays, des gens qui comptent armés dans le monde, ces gens ont dit que les FARDC, Bazaraki, 9e puissance, je parle militaire, dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes à quelle position? Ce n'est pas les Congolais qui ont fait l'évaluation. Ce sont bateaux Bajijaka. Et allez-y à l'Est aujourd'hui. Pourquoi à l'Est aujourd'hui les gens pleurent Joseph Kabila? Si maintenant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui n'est pas un recul, personne à l'Est n'accepte parce que ça rappelle de très mauvais souvenirs. Les Rwandais et l'Ouganda ont déjà réparé quoi avec la RDC? Ne serait-ce que par une phrase gentille, comme je suis gentil au mois de décembre. Ne serait-ce pas une phrase gentille pour soulager notre douleur. Nous sommes en train de montrer notre incapacité à sécuriser nos frontières, notre incapacité à combattre l'ennemi sur notre territoire. Et quand je suis la communication de l'armée ougandaise, je crois que même si c'est en anglais, il y a des gens qui font des traductions en français. Ça devient une insulte à tous les Congolais. Il faut voir l'arrogance que cette armée prend dans leur communication. Mais malgré ça,
pour une opération qui n'est pas déterminée dans les temps, on continue à enregistrer des massacres à l'Est. Mais quand ils sont venus, ils disent d'abord, ça c'est le président Abou Museveni, il considère que l'État qui ne sait pas défendre, c'est un sida. Comme un triomphalisme, dans toutes les opérations, c'est eux. Et nous, je me demande que font nos FARDC quand ils écoutent ce genre de discours. Moi, je vais demander au président de la République de prendre le courage de demander à ses envahisseurs, c'est comme ça que moi je les appelle, de retourner chez eux. Le président de la République peut tout à fait suivre les traces du président Joseph Kabila, peut-être en tant qu'ancien président de la République, demander conseil. Ça s'appelle de l'humilité. Parce que ce monsieur-là a vaincu plusieurs situations dans notre pays. Ailleurs, nous avons même vu le président Trump, qui n'est pas du même bord politique que le président Obama, aller demander conseil à Obama. C'est le pays qui va gagner. C'est le pays qui va gagner. Ce n'est pas que les Biloko ont le côté politique, non. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. La gloire. Allez, l'archange. Le fils béni de Dieu. J'ai une promotion maintenant. Je suis maintenant le confident de Dieu. Le confident de Dieu. De Dieu le Père. L'archange. L'archange, le confident de Dieu le Père. Allez, Papi Tamba, merci d'être venu nous voir. Ça fait 1 heure qu'on fait cette émission. Merci. Hein. La main sur le cœur pour la patience et surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. On se sent vraiment honoré quand on a des frères, des amis qu'on peut appeler, qui viennent rapidement et qui patientent. Je tenais à les dire publiquement et à vous dire merci. Merci de vos péros. Allez, à la fin, j'ai une demande. Hein? J'aimerais que vous m'invitiez un jour. Cette question, je la pose à plusieurs personnes. Mais on va faire une émission dans le sens opposé. Moi, journaliste, en tant qu'invité, et vous, journaliste, vous répondez à mes questions. Ok. Mais dire qu'est-ce que Joseph Kabila a trouvé. Ok. Et c'est vrai qu'il mieux, qui est devenu pire quand il a laissé les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a détruit qui était mieux avant? Et ça sera à moi de vous poser des questions. D'accord. Merci beaucoup. On va s'organiser. Allez, madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Papi Tamba, cadre du FCC et du PPRD. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Allez, bonsoir chez vous.